Section 9 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 9. Un enlèvement. Première partie. Herlock Sholmès ne bronchait pas. Protester, accuser ces deux hommes, c'était inutile. À moins de preuves qu'il n'avait point et qu'il ne voulait pas perdre son temps à chercher, personne ne le croirait. Tout crispé, les poings serrés, il ne songeait qu'à ne pas trahir devant Ganimard triomphant sa rage et sa déception. Il salua respectueusement les frères Leroux, soutiens de la société, et se retira. Dans le vestibule, il fit un crochet vers une porte basse qui indiquait l'entrée de la cave, et ramassa une petite pierre de couleur rouge. C'était un grenat. Dehors, s'étant retourné, il lut, près du numéro 40 de la maison, cette inscription: Lucien Destange, architecte, 1877. Même inscription au numéro 42. Toujours la double issue, pensa-t-il. Le 40 et le 42 communiquent. Comment n'y ai-je pas songé? J'aurais dû rester avec les deux agents cette nuit. Il dit à ses hommes: deux personnes sont sorties par cette porte pendant mon absence, n'est-ce pas? Et il désignait la porte de la maison voisine. Oui, un monsieur et une dame. Et il prit le bras de l'inspecteur principal et l'entraînant. Monsieur Ganimard, vous avez trop ri pour m'en vouloir beaucoup du petit dérangement que je vous ai causé. Oh, je ne vous en veux nullement. N'est-ce pas? Mais les meilleures plaisanteries n'ont qu'un temps, et je suis d'avis qu'il faut en finir. Je le partage. Nous voici au 7e jour. Dans 3 jours, il est indispensable que je sois à Londres. Oh oh! J'y serai, monsieur, et je vous prie de vous tenir prêt dans la nuit de mardi à mercredi. Pour une expédition du même genre? Fit Ganimard, gouailleur. Oui, monsieur, du même genre. Et qui se terminera par la capture de Lupin. Vous croyez? Je vous le jure sur l'honneur, monsieur. Sholmès salua et s'en fut prendre un peu de repos dans l'hôtel le plus proche. Après quoi, ragaillardi, confiant en lui-même, il retourna rue Chalgrin, glissa 2 louis dans la main de la concierge, s'assura que les frères Leroux étaient partis, apprit que la maison appartenait à un monsieur Armijat, et, muni d'une bougie, descendit à la cave par la petite porte auprès de laquelle il avait ramassé le grenat. Au bas de l'escalier, il en ramassa un autre de forme identique. Je ne me trompais pas, pensa-t-il. C'est par là qu'on communique. Voyons, ma clé passe-partout ouvre-t-elle le caveau réservé aux locataires du rez-de-chaussée? Oui, parfait. Examinons ces casiers de vin. Oh, oh! Voici des places où la poussière a été enlevée, et par terre des empreintes de pas. Un bruit léger lui fit prêter l'oreille. Rapidement, il poussa la porte, souffla sa bougie et se dissimula derrière une pile de caisses vides. Après quelques secondes, il nota qu'un des casiers de fer pivotait doucement, entraînant avec lui tout le morceau de muraille auquel il était accroché. La lueur d'une lanterne fut projetée. Un bras apparut. Un homme entra. Il était courbé en deux comme quelqu'un qui cherche. Du bout des doigts, il remuait la poussière, et plusieurs fois il se releva et jeta quelque chose dans une boîte en carton qu'il tenait de la main gauche. Ensuite, il effaça la trace de ses pas, de même que les empreintes laissées par Lupin et la dame blonde. Il se rapprocha du casier. Il eut un cri rauque et s'effondra. Sholmès avait bondi sur lui. Ce fut l'affaire d'une minute, et de façon la plus simple du monde. L'homme se trouva étendu sur le sol, les chevilles attachées et les poignets ficelés. L'Anglais se pencha. « Combien veux-tu pour parler? Pour dire ce que tu sais? » L'homme répondit par un sourire d'une telle ironie que Sholmès comprit la vanité de sa question. Il se contenta d'explorer les poches de son captif, mais ses investigations ne lui valurent qu'un trousseau de clefs,
un mouchoir et la petite boîte en carton dont l'individu s'était servi et qui contenait une douzaine de grenats pareils à ceux que Sholmès avait recueillis. Maigre butin. En outre, qu'allait-il faire de cet homme? Attendre que ses amis vinssent à son secours et les livrer tous à la police? À quoi bon? Quel avantage en tirerait-il contre Lupin? Il hésitait, quand l'examen de la boîte le décida. Elle portait cette adresse: Léonard, bijoutier, rue de la Paix. Il résolut tout simplement d'abandonner l'homme. Il repoussa le casier, ferma la cave et sortit de la maison. D'un bureau de poste, il avertit M. Destange, par petit bleu, qu'il ne pourrait venir que le lendemain. Puis il se rendit chez le bijoutier, auquel il remit les grenats. « Madame m'envoie pour ces pierres. Elles se sont détachées d'un bijou qu'elle a acheté ici. » Sholmès tombait juste. Le marchand répondit: « En effet, cette dame m'a téléphoné. Elle passera tantôt elle-même. » Ce n'est qu'à 5 heures que Sholmès, posté sur le trottoir, aperçut une dame enveloppée d'un voile épais, et dont la tournure lui semblait suspecte. À travers la vitre, il put la voir qui déposait sur le comptoir un bijou ancien orné de grenats. Elle s'en alla presque aussitôt, fit des courses à pied, monta du côté de Clichy et tourna par des rues que l'Anglais ne connaissait pas. À la nuit tombante, il pénétra derrière elle, et sans que la concierge l'avisât, dans une maison à 5 étages, à 2 corps de bâtiment, et par conséquent à innombrables locataires. Au 2e étage, elle s'arrêta et entra. 2 minutes plus tard, l'Anglais tentait la chance et, les unes après les autres, essayait avec précaution les clefs du trousseau dont il s'était emparé. La 4e fit jouer la serrure. À travers l'ombre qui les emplissait, il aperçut des pièces absolument vides comme celles d'un appartement inhabité, et dont toutes les portes étaient ouvertes. Mais au bout d'un couloir, la lueur d'une lampe filtra, et s'étant approché sur la pointe des pieds, il vit par la glace sans teint qui séparait le salon d'une chambre contiguë, la dame voilée qui ôtait son vêtement et son chapeau, les déposait sur l'unique siège de cette chambre et s'enveloppait d'un peignoir de velours. Et il la vit aussi s'avancer vers la cheminée et pousser le bouton d'une sonnerie électrique. Et la moitié du panneau qui s'étendait à droite de la cheminée s'ébranla, glissa selon le plan même du mur, et s'insinua dans l'épaisseur du panneau voisin. Dès que l'entrebâillement fut assez large, la dame passa, et disparut, emportant la lampe. Le système était simple. Sholmès l'employa. Il marcha dans l'obscurité, à tâtons, mais tout de suite sa figure heurta des choses molles. À la flamme d'une allumette, il constata qu'il se trouvait dans un petit réduit, encombré de robes et de vêtements qui étaient suspendus à des tringles. Il se fraya un passage et s'arrêta devant l'embrasure d'une porte close par une tapisserie ou du moins par l'envers d'une tapisserie. Et son allumette s'étant consumée, il aperçut de la lumière qui perçait la trame lâche et usée de la vieille étoffe. Alors il regarda. La dame blonde était là, sous ses yeux, à portée de sa main. Elle éteignit la lampe et alluma l'électricité. Pour la première fois, Sholmès put voir son visage en pleine lumière. Il tressaillit. La femme qu'il avait fini par atteindre après tant de détours et de manœuvres n'était autre que Clotilde Destange. Clotilde Destange, la meurtrière du baron d'Hautois et la voleuse du diamant bleu. Clotilde Destange, la mystérieuse amie d'Arsène Lupin. La dame blonde enfin. Et qui parbleu pensait-il, je ne suis qu'un âne bâté, parce que l'amie de Lupin est blonde et Clotilde brune. Je n'ai pas songé à rapprocher les deux femmes l'une de l'autre. Comme si la dame blonde pouvait rester blonde après le meurtre du baron et le vol du diamant. Sholmès voyait une partie de la pièce élégante de boudoir de femme, ornée de tentures claires et de bibelots précieux. Une méridienne d'acajou s'allongeait sur une marche basse. Clotilde s'y était assise et demeurait immobile, la tête entre ses mains. Et au bout d'un instant, il s'aperçut qu'elle pleurait. De grosses larmes coulaient sur ses joues pâles, glissaient vers sa bouche, tombaient goutte à goutte sur le velours de son corsage. Et d'autres larmes les suivaient indéfiniment, comme surgies d'une source inépuisable. Et c'était le spectacle le plus triste qui fût que ce désespoir morne et résigné qui s'exprima par la lente coulée des larmes. Mais une porte s'ouvrit derrière elle. Arsène Lupin entra.
Ils se regardèrent longtemps, sans dire une parole. Puis il s'agenouilla près d'elle, lui appuya la tête sur sa poitrine, l'entourait de ses bras. Il y avait dans le geste dont il enlaçait la jeune fille une tendresse profonde et beaucoup de pitié. Ils ne bougeaient pas. Un doux silence les unit, et les larmes coulaient moins abondantes. « J'aurais tant voulu vous rendre heureuse, murmura-t-il. « Je suis heureuse. »« Non, puisque vous pleurez, vos larmes me désolent, Clotilde. » Malgré tout, elle se laissait prendre au son de cette voix caressante, et elle écoutait, avide d'espoir et de bonheur. Un sourire ramollit son visage, mais un sourire si triste encore, il la supplia. « Ne soyez pas triste, Clotilde. Vous ne devez pas l'être. Vous n'en avez pas le droit. » Elle lui montra ses mains blanches, fines et souples, et dit gravement: « Tant que ces mains seront mes mains, je serai triste, Maxime. »« Mais pourquoi? Elles ont tué. » Maxime s'écria: « Taisez-vous! Ne pensez pas à cela! Le passé est mort. Le passé ne compte pas. » Et il baisait ses longues mains pâles, et elle le regardait avec un sourire plus clair, comme si chaque baiser eût effacé un peu de l'horrible souvenir. « Il faut m'aimer, Maxime, il le faut, parce qu'aucune femme ne vous aimera comme moi. Pour vous plaire, j'agis encore, non pas même selon vos ordres, mais selon vos désirs secrets. J'accomplis des actes contre lesquels tous mes instincts et toute ma conscience se révoltent, mais je ne peux pas résister. Tout ce que je le fais machinalement, parce que cela vous est utile et que vous le voulez, et je suis prêt à recommencer demain, et toujours. » Il dit avec amertume: « Ah, Clotilde, pourquoi vous ai-je mêlé à ma vie aventureuse? J'aurais dû rester le Maxime Bermond que vous avez aimé il y a 5 ans, et ne pas vous faire connaître l'autre homme que je suis. » Elle dit très bas: « J'aime aussi cet autre homme, et je ne regrette rien. »« Si, vous regrettez votre vie passée, la vie au grand jour. »« Je ne regrette rien quand vous êtes là, dit-elle passionnément. Il n'y a plus de faute, il n'y a plus de crime quand mes yeux vous voient. Que m'importe d'être malheureuse loin de vous et de souffrir et de pleurer et d'avoir horreur de tout ce que je fais. Votre amour efface tout, j'accepte tout, mais il faut m'aimer. Je ne vous aime pas parce qu'il le faut, Clotilde, mais pour l'unique raison que je vous aime. »« En êtes-vous sûre? » dit-elle toute confiante. « Je suis sûre de moi comme de vous. Seulement mon existence est violente et fiévreuse, et je ne puis pas toujours vous consacrer le temps que je voudrais. » Elle s'affola aussitôt. « Qu'y a-t-il? Un danger nouveau? Vite, parlez. »« Oh, rien de grave encore. Pourtant... Eh bien, il est sur nos traces. »« Sholmès? » ?»« Oui, c'est lui qui a lancé Ganimard dans l'affaire du restaurant hongrois. C'est lui qui a posté cette nuit les 2 agents de la rue Chalgrin. J'en ai la preuve. Ganimard a fouillé la maison ce matin, et Sholmès l'accompagnait. En outre... Eh bien, il y a autre chose. Il nous manque un de nos hommes, Janniot. »« Le concierge? » ?»« Oui. Mais c'est moi qui l'ai envoyé ce matin rue Chalgrin pour ramasser des grenades qui étaient tombées de ma broche. » « Il n'y a pas de doute, Sholmès l'aura pris au piège. »« Nullement. Les grenades ont été apportées au bijoutier de la rue de la Paix. »« Alors, qu'est-il devenu depuis? »« Oh, Maxime, j'ai peur. » « Il n'y a pas de quoi s'effrayer. Mais j'avoue que la situation est très grave. Que sait-il? Où se cache-t-il? Sa force réside dans son isolement. Rien ne peut le trahir. »« Que décidez-vous? » »« L'extrême prudence, Clotilde. Depuis longtemps, je suis résolu à changer mon installation et à la transporter là-bas dans l'asile inviolable que vous savez. L'intervention de Sholmès brusque les choses. Quand un homme comme lui est sur une piste, on doit se dire que fatalement, il arrivera au bout de cette piste. Donc, j'ai tout préparé. Après-demain, mercredi, le déménagement aura lieu. À midi, ce sera fini. À 2 heures, je pourrai moi-même quitter la place, après avoir enlevé les derniers vestiges de notre installation, ce qui n'est pas une petite affaire. D'ici là, nous ne devons pas nous voir, et personne ne doit vous voir, Clotilde. Ne sortez pas. Je ne crains rien pour moi. Je crains tout dès qu'il s'agit de vous. Il est impossible que cet Anglais parvienne jusqu'à moi. Tout est possible avec lui.
et je me méfie. Hier, quand j'ai manqué d'être surpris par votre père, j'étais venu pour fouiller l'armoire qui contient les anciens registres de monsieur Destange. Il y a là un danger. Il y en a partout. Je devine l'ennemi qui rôde dans l'ombre et qui se rapproche de plus en plus. Je sens qu'il nous surveille, qu'il tend ses filets autour de nous. C'est là une de ces intuitions qui ne me trompent jamais. En ce cas, dit-elle, partez, Maxime, et ne pensez plus à mes larmes. Je serai forte, et j'attendrai que le danger soit conjuré. Adieu, Maxime. Elle l'embrassa longuement, et ce fut elle-même qui le poussa dehors. Sholmès entendit le son de leurs voix qui s'éloignaient. Hardiment, surexcité par ce même besoin d'agir, envers et contre tout, qui le stimulait depuis la veille, il s'engagea dans une antichambre à l'extrémité de laquelle il y avait un escalier. Mais, au moment où il allait descendre, le bruit d'une conversation partit de l'étage inférieur. Il jugea préférable de suivre un couloir circulaire qui le conduisit à un autre escalier. Au bas de cet escalier, il fut très surpris de voir des meubles dont il connaissait déjà la forme et l'emplacement. Une porte était entrebâillée. Il pénétrait dans une grande pièce ronde. C'était la bibliothèque de M. Destange. « Parfait, admirable, » murmura-t-il, « je comprends tout. Le boudoir de Clotilde, c'est-à-dire de la dame blonde, communique avec un des appartements de la maison voisine, et cette maison voisine est sa sortie, non sur la place Malesherbes, mais sur une rue adjacente, la rue Montchanin, autant que je m'en souvienne. À merveille. Et je m'explique comment Clotilde Destange va rejoindre son bien-aimé tout en gardant la réputation d'une personne qui ne sort jamais. Et je m'explique aussi comment Arsène Lupin a surgi près de moi hier soir, sur la galerie. Il doit y avoir une autre communication entre l'appartement voisin et cette bibliothèque. Et il concluait: encore une maison truquée. Encore une fois sans doute Destange architecte. Il s'agit maintenant de profiter de mon passage ici pour vérifier le contenu de l'armoire, et pour me documenter sur les autres maisons truquées. Sholmès monta sur la galerie et se dissimula derrière les étoffes de la rampe. Il y resta jusqu'à la fin de la soirée. Un domestique vint éteindre les lampes électriques. Une heure plus tard, l'Anglais fit fonctionner le ressort de sa lanterne et se dirigea vers l'armoire. Comme il le savait, elle contenait les anciens papiers de l'architecte, dossiers, devis, livres de comptabilité. Au second plan, une série de registres, classés par ordre d'ancienneté, se dressaient. Il prit alternativement ceux des dernières années, et aussitôt il examina la page de récapitulation, et plus spécialement la lettre H. Enfin, ayant découvert le mot Harmingeat, accompagné du chiffre 63, il se reporta à la page 63 et lut Harmingeat, 40 rue Chalgrin. Suivait le détail des travaux exécutés pour ce client en vue de l'établissement d'un calorifère dans son immeuble, et en marge cette note: voir le dossier M.B. Et je le sais bien, dit-il, le dossier M.B., c'est celui qu'il me faut. Par lui, je saurai le domicile actuel de M. Lupin. Ce n'est qu'au matin que, sur la deuxième moitié d'un registre, il découvrit ce fameux dossier. Il comportait 15 pages. L'une reproduisait la page consacrée à M. Harmingeat de la rue Chalgrin. Une autre détaillait les travaux exécutés pour M. Vatinel, propriétaire, 25 rue Clapeyron. Une autre était réservée au baron d'Hautourec, 134 avenue Henri-Martin, une autre au château de Crozon, et les 11 autres à différents propriétaires de Paris. Sholmès copia cette liste de 11 noms et de 11 adresses, puis il remit les choses en place, ouvrit une fenêtre et sauta sur la place déserte, en ayant soin de repousser les volets. Dans sa chambre d'hôtel, il alluma sa pipe avec la gravité qu'il apportait à cet acte, et entouré de nuages de fumée, il étudia les conclusions que l'on pouvait tirer du dossier M.B., ou pour mieux dire du dossier Maxime Bermond, alias Arsène Lupin. À 8 heures, il envoyait à Ganimard ce pneumatique: je passerai sans doute ce matin rue Pergolèse et vous confierai une personne dont la capture est de la plus haute importance. En tout cas, soyez chez vous cette nuit et demain mercredi jusqu'à midi, et arrangez-vous pour avoir une trentaine d'hommes à votre disposition. Puis il choisit sur le boulevard un fiacre automobile dont le chauffeur lui plut par sa bonne figure réjouie et peu intelligente, et se fit conduire sur la place Malesherbes, 50 pas plus loin que l'hôtel Destange. « Mon garçon, fermez votre voiture, dit-il au mécanicien, relevez le col de votre fourrure,
car le vent est froid, et attendez patiemment. Dans 1 heure et demie, vous mettrez votre moteur en marche, dès que je reviendrai, en route pour la rue Pergolèse. Au moment de franchir le seuil de l'hôtel, il eut une dernière hésitation. N'était-ce pas une faute de s'occuper ainsi de la dame blonde tandis que Lupin achevait ses préparatifs de départ? Et n'aurait-il pas mieux fait, à l'aide de la liste des immeubles, de chercher tout d'abord le domicile de son adversaire? Bah, se dit-il, quand la dame blonde sera ma prisonnière, je serai maître de la situation. Et il sonna. M. Destange se trouvait déjà dans la bibliothèque. Ils travaillèrent un moment et Sholmès cherchait un prétexte pour monter jusqu'à la chambre de Clotilde, lorsque la jeune fille entra, dit bonjour à son père, s'assit dans le petit salon et se mit à écrire. De sa place, Sholmès la voyait, penchée sur la table, et qui, de temps à autre, méditait, la plume en l'air et le visage pensif. Il attendit, puis, prenant un volume, il dit à M. Destange: « Voici justement un livre que mademoiselle Destange m'a prié de lui apporter dès que je mettrai la main dessus. » Il se rendit dans le petit salon et se posta devant Clotilde de façon à ce que son père ne pût l'apercevoir, et il prononça: « Je suis M. Stickmann, le nouveau secrétaire de M. Destange. »« Ah !» fit-elle sans se déranger. « Mon père a donc changé de secrétaire? »« Oui, mademoiselle, et je désirerais vous parler. »« Veuillez vous asseoir, monsieur, j'ai fini. » Elle ajouta quelques mots à sa lettre, la signa, cacheta l'enveloppe, repoussa ses papiers, appuya sur la sonnerie d'un téléphone, obtint la communication avec sa couturière, pria celle-ci de hâter l'achèvement d'un manteau de voyage dont elle avait un besoin urgent, et enfin, se tournant vers Sholmès: « Je suis à vous, monsieur. Mais notre conversation ne peut-elle avoir lieu devant mon père? »« Non, mademoiselle, et je vous supplierai même de ne pas hausser la voix. Il est préférable que M. Destange ne nous entende point. »« Pour qui est-ce préférable? »« Pour vous, mademoiselle. Je n'admets pas de conversation que mon père ne puisse entendre. Il faut pourtant bien que vous admettiez celle-ci. » Ils se levèrent l'un et l'autre, les yeux croisés, et elle dit: « Parlez, monsieur. » Toujours debout, il commença: « Vous me pardonnerez si je me trompe sur certains points secondaires. Ce que je garantis, c'est l'exactitude générale des incidents que j'expose. » Pas de phrases, je vous prie, des faits. À cette interruption lancée brusquement, il sentit que la jeune femme était sur ses gardes. Il reprit: « Soit, j'irai droit au but. Donc il y a 5 ans, monsieur votre père a eu l'occasion de rencontrer un monsieur Maxime Bermond, lequel s'est présenté à lui comme entrepreneur, ou architecte, je ne saurais préciser. Toujours est-il que M. Destange s'est pris d'affection pour ce jeune homme, et, comme l'état de sa santé ne lui permettait plus de s'occuper de ses affaires, il confiait à M. Bermond l'exécution de quelques commandes qu'il avait acceptées de la part d'anciens clients, et qui semblaient en rapport avec les aptitudes de son collaborateur. Herlock s'arrêta. Il lui parut que la pâleur de la jeune fille s'était accentuée. Ce fut pourtant avec le plus grand calme qu'elle prononça: « Je ne connais pas les faits dont vous m'entretenez, monsieur, et surtout je ne vois pas en quoi ils peuvent m'intéresser. En ceci, mademoiselle, c'est que monsieur Maxime Bermond s'appelle de son vrai nom, vous le savez aussi bien que moi, Arsène Lupin. » Elle éclata de rire. « Pas possible. Arsène Lupin. Monsieur Maxime Bermond s'appelle Arsène Lupin. Comme j'ai l'honneur de vous le dire, mademoiselle, et puisque vous refusez de me comprendre à demi-mot, j'ajouterai qu'Arsène Lupin a trouvé ici, pour l'accomplissement de ses projets, une amie. Plus qu'une amie, une complice aveugle, et passionnément dévouée. » Elle se leva, et sans émotion, ou du moins avec si peu d'émotion que Sholmès fut frappé d'une telle maîtrise, elle déclara: « J'ignore le but de votre conduite, monsieur, et je veux l'ignorer. Je vous prie donc de ne pas ajouter un mot et de sortir d'ici. » « Je n'ai jamais eu l'intention de vous imposer ma présence indéfiniment, » répondit Sholmès, aussi paisible qu'elle. « Seulement j'ai résolu de ne pas sortir seul de cet hôtel. »« Et qui donc vous accompagnera, monsieur? »« Vous. »« Moi? » ?»« Oui, mademoiselle, nous sortirons ensemble de cet hôtel, et vous me suivrez sans une protestation, sans un mot. » Ce qu'il y avait d'étrange dans cette scène, c'était le calme absolu des deux adversaires. Plutôt qu'un duel implacable entre deux volontés puissantes, on eût dit à leur attitude, au ton de leur voix,
le débat courtois de deux personnes qui ne sont pas du même avis. Dans la rotonde, par la baie grande ouverte, on apercevait M. Destange, qui maniait ses livres avec des gestes mesurés. Clotilde se rassit en haussant légèrement les épaules. Herlock tira sa montre. Il est 10h30, dans 5 minutes, nous partons. Sinon? Sinon, je vais trouver M. Destange et je lui raconte. Quoi? La vérité. Je lui raconte la vie mensongère de Maxime Bermond et je lui raconte la double vie de sa complice. De sa complice? Oui, de celle que l'on appelle la dame blonde, de celle qui fut blonde. Et quelle preuve lui donnerez-vous? Je l'amènerai rue Chalgrin, et je lui montrerai le passage qu'Arsène Lupin, profitant des travaux dont il avait la direction, a fait pratiquer par ses hommes entre le 40 et le 42. Le passage qui vous a servi à tous les deux, l'avant-dernière nuit. Après, j'amènerai M. Destange chez maître Detinan. Nous descendrons l'escalier de service par lequel vous êtes descendu avec Arsène Lupin pour échapper à Ganimard. Et nous chercherons tous deux la communication sans doute analogue qui existe avec la maison voisine, maison dont la sortie donne sur le boulevard des Batignolles et non sur la rue Clapeyron. Après, j'amènerai M. Destange au château de Crozon. Il lui sera facile, à lui qui sait le genre de travaux exécutés par Arsène Lupin lors de la restauration de ce château, de découvrir les passages secrets qu'Arsène Lupin a fait pratiquer par ses hommes. Il constatera que ces passages ont permis à la dame blonde de s'introduire, la nuit, dans la chambre de la comtesse et d'y prendre sur la cheminée le diamant bleu, puis, 2 semaines plus tard, de s'introduire dans la chambre de conseiller Bleichen et de cacher ce diamant bleu au fond d'un flacon. Acte assez bizarre, je l'avoue. Petite vengeance de femme peut-être, je ne sais, cela n'importe point. Après, fit Herlock d'une voix plus grave, j'amènerai M. Destange au 134 avenue Henri Martin, et nous chercherons comment le baron d'Hautois... Taisez-vous, balbutia la jeune fille avec un effroi soudain. Je vous défends. Alors vous osez dire que c'est moi. Vous m'accusez. Je vous accuse d'avoir tué le baron d'Hautois. Non, c'est une infamie. Vous avez tué le baron d'Hautois, mademoiselle. Vous étiez entrée à son service sous le nom d'Antoinette Bréhat, dans le but de lui ravir le diamant bleu, et vous l'avez tué. De nouveau, elle murmura, brisée, réduite à la prière. Taisez-vous, monsieur, je vous en supplie. Puisque vous savez tant de choses, vous devez savoir que je n'ai pas assassiné le baron. Je n'ai pas dit que vous l'aviez assassiné, mademoiselle. Le baron d'Hautois était sujet à des accès de folie que seule la sœur Auguste pouvait maîtriser. Je tiens ce détail d'elle-même. En l'absence de cette personne, il a dû se jeter sur vous et c'est au cours de la lutte pour défendre votre vie que vous l'avez frappé. Épouvanté par un tel acte, vous avez sonné et vous vous êtes enfui sans même arracher du doigt de votre victime ce diamant bleu que vous étiez venu prendre. Un instant après, vous rameniez un des complices de Lupin, domestique dans la maison voisine, vous transportiez le baron sur son lit, vous remettiez la chambre en ordre, mais toujours sans oser prendre le diamant bleu. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je le répète, vous n'avez pas assassiné le baron. Cependant, ce sont bien vos mains qui l'ont frappé. Elle les avait croisées sur son front. Ses longues mains fines et pâles. Elle les garda longtemps ainsi, immobiles. Enfin, déliant ses doigts, elle découvrit son visage douloureux et prononça: « Et c'est tout cela que vous avez l'intention de dire à mon père? » « Oui, et je lui dirai que j'ai comme témoin mademoiselle Gerbois, qui reconnaîtra la dame blonde, la sœur Auguste qui reconnaîtra Antoinette Bréhat, la comtesse de Crozon qui reconnaîtra madame de Réal. Voilà ce que je lui dirai. » « Vous n'oserez pas, dit-elle, recouvrant son sang-froid devant la menace d'un péril immédiat. Il se leva et fit un pas vers la bibliothèque. Clotilde l'arrêta. « Un instant, monsieur. » Elle réfléchit, maîtresse d'elle-même maintenant, et fort calme, lui demanda: « Vous êtes Herlock Sholmès, n'est-ce pas? »« Oui. »« Que voulez-vous de moi? »« Ce que je veux? J'ai engagé contre Arsène Lupin un duel dont il faut que je sorte vainqueur. Dans l'attente d'un dénouement qui ne saurait tarder beaucoup, j'estime qu'un otage aussi précieux que vous me donne sur mon adversaire un avantage considérable. Donc,
vous me suivrez, mademoiselle, je vous confierai à quelqu'un de mes amis, dès que mon but sera atteint, vous serez libre. C'est tout? C'est tout. Je ne fais pas partie de la police de votre pays, et je ne me sens par conséquent aucun droit de justicier. Elle semblait résolue. Cependant, elle exigea encore un moment de répit. Ses yeux se fermèrent, et Sholmès la regardait, si tranquille, soudain, presque indifférente au danger qui l'entourait. Et même, songeait l'Anglais, se croit-elle en danger? Mais non, puisque Lupin la protège. Avec Lupin, rien ne peut vous atteindre. Lupin est tout-puissant. Lupin est infaillible. Mademoiselle, dit-il, j'ai parlé de 5 minutes. Il y en a plus de 30. Me permettez-vous de monter dans ma chambre, monsieur, et d'y prendre mes affaires? Si vous le désirez, mademoiselle, j'irai vous attendre rue Montchanin. Je suis un excellent ami du concierge Janniot. Ah! Vous savez, fit-elle avec un effroi visible. Je sais bien des choses. Soit. Je sonnerai donc. On lui apporta son chapeau et son vêtement. Et Sholmès lui dit: il faut que vous donniez à monsieur Destange une raison qui explique notre départ, et que cette raison puisse au besoin s'expliquer votre absence pendant quelques jours. C'est inutile, je serai ici tantôt. De nouveau, ils se défièrent du regard, ironiques tous deux et souriants. Comme vous êtes sûr de lui, dit Sholmès. Aveuglément. Tout ce qu'il fait est bien, n'est-ce pas? Tout ce qu'il veut se réalise, et vous approuvez tout, et vous êtes prête à tout pour lui. Je l'aime, dit-elle, frissonnante de passion. Et vous croyez qu'il vous sauvera? Elle haussa les épaules, et, s'avançant vers son père, elle le prévint. Je t'enlève, monsieur Stickmann. Nous allons à la Bibliothèque nationale. Tu rentres déjeuner? Peut-être. Ou plutôt non. Mais ne t'inquiète pas. Et elle déclara fermement à Sholmès: je vous suis, monsieur. Sans arrière-pensée? Les yeux fermés. Si vous tentez de vous échapper, j'appelle, je crie, on vous arrête, et c'est la prison. N'oubliez pas que la dame blonde est sous le coup d'un mandat. Je vous jure, sur l'honneur, que je ne ferai rien pour m'échapper. Je vous crois. Marchons. Ensemble, comme il l'avait prédit, tous deux quittèrent l'hôtel. Fin de la section 9. Section 10 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 10. Un enlèvement. Deuxième partie. Sur la place, l'automobile stationnait, tournée dans le sens opposé. On voyait le dos du mécanicien et sa casquette que recouvrait presque le col de sa fourrure. En approchant, Sholmès entendit le ronflement du moteur. Il ouvrit la portière, pria Clotilde de monter et s'assit auprès d'elle. La voiture démarra brusquement, gagnait les boulevards extérieurs, l'avenue Hoche, l'avenue de la Grande Armée. Herlock, pensif, combinait ses plans. Ganimard est chez lui. Je laisse la jeune fille entre ses mains. Lui dirai-je qui est cette jeune fille? Non, il l'amènera droit au dépôt, ce qui dérangerait tout. Une fois seul, je consulte la liste du dossier M.B. et je me mets en chasse. Et cette nuit, ou demain matin au plus tard, je vais trouver Ganimard comme il est convenu, et je lui livre Arsène Lupin et sa bande. Il se frotta les mains, heureux de sentir enfin le but à sa portée, et de voir qu'aucun obstacle sérieux ne l'en séparait. Et, cédant à un besoin d'expansion qui contrastait avec sa nature, il s'écria: « Excusez-moi, mademoiselle, si je montre tant de satisfaction. La bataille fut pénible, et le succès m'est particulièrement agréable. » « Succès légitime, monsieur, et dont vous avez le droit de vous réjouir. »« Je vous remercie. Mais quelle drôle de route nous prenons.
Le chauffeur n'a donc pas entendu? À ce moment, on sortait de Paris par la porte de Neuilly. Que diable, pourtant, la rue Pergolèse n'était pas en dehors des fortifications. Sholmès baissa la glace. Dites donc, chauffeur, vous vous trompez, rue Pergolèse. L'homme ne répondit pas. Il répéta d'un ton plus élevé: Je vous dis d'aller rue Pergolèse. L'homme ne répondit point. Ah ça, mais vous êtes sourd, mon ami, ou vous y mettez de la mauvaise volonté. Nous n'avons rien à faire par ici. Rue Pergolèse. Je vous ordonne de rebrousser chemin, et au plus vite. Toujours le même silence. L'Anglais frémit d'inquiétude. Il regarda Clotilde. Un sourire indéfinissable plissa les lèvres de la jeune fille. Pourquoi riez-vous? maugréa-t-il. Cet incident n'a aucun rapport. Cela ne change rien aux choses. Absolument rien, répondit-elle. Tout à coup, une idée le bouleversa. Se levant à moitié, il examina plus attentivement l'homme qui se trouvait sur le siège. Les épaules étaient plus minces, l'attitude plus dégagée. Une sueur froide le couvrit. Ses mains se crispèrent, tandis que la plus effroyable conviction s'imposait à son esprit. Cet homme, c'était Arsène Lupin. Eh bien, monsieur Sholmès, que dites-vous de cette petite promenade? Délicieuse, cher monsieur, vraiment délicieuse, riposta Sholmès. Jamais peut-être il ne lui fallut faire sur lui-même un effort plus terrible que pour articuler ces paroles sans un frémissement dans la voix, sans rien qui pût indiquer le déchaînement de tout son être. Mais aussitôt, par une sorte de réaction formidable, un flot de rage et de haine brisa les digues, emporta sa volonté, et d'un geste brusque tirant son revolver, il le braqua sur mademoiselle Destange. À la minute même, à la seconde, arrêtez Lupin ou je fais feu sur mademoiselle. Je vous recommande de viser la joue si vous voulez atteindre la tempe, répondit Lupin sans tourner la tête. Clotilde prononça: Maxime, n'allez pas trop vite, le pavé est glissant et je suis très peureuse. Elle souriait toujours, les yeux fixés au pavé, dont la route se hérissait devant la voiture. Qu'il arrête donc, lui dit Sholmès, fou de colère. Vous voyez bien que je suis capable de tout. Le canon du revolver frôla les boucles de cheveux. Elle murmura: Ce Maxime est d'une imprudence. À ce train-là, nous sommes sûrs de déraper. Sholmès remit l'arme dans sa poche et saisit la poignée de la portière, prêt à s'élancer, malgré l'absurdité d'un pareil acte. Clotilde lui dit: Prenez garde, monsieur. Il y a une automobile derrière nous. Il se pencha. Une voiture les suivait en effet, énorme, farouche d'aspect, avec sa proue aiguë, couleur de sang, et les 4 hommes en peau de bête qui la montaient. Allons, pensa-t-il, je suis bien gardé, patientons. Il croisa les bras sur sa poitrine, avec cette soumission orgueilleuse de ceux qui s'inclinent et qui attendent quand le destin se tourne contre eux. Et tandis que l'on traversait la Seine et que l'on brûlait Suresnes, Rueil, Chatou, immobile, résigné, maître de sa colère et sans amertume, il ne songeait plus qu'à découvrir par quel miracle Arsène Lupin s'était substitué au chauffeur. Que le brave garçon qu'il avait choisi le matin sur le boulevard pût être un complice placé là d'avance, il ne l'admettait pas. Pourtant, il fallait bien qu'Arsène Lupin eût été prévenu, et il ne pouvait l'avoir été qu'après le moment où, lui, Sholmès, avait menacé Clotilde, puisque personne, auparavant, ne soupçonnait son projet. Or, depuis ce moment, Clotilde et lui ne s'étaient point quittés. Un souvenir le frappa. La communication téléphonique demandée par la jeune fille, sa conversation avec la couturière, et tout de suite il comprit. Avant même qu'il n'eût parlé à la seule annonce de l'entretien qu'il sollicitait comme nouveau secrétaire de M. Destange, elle avait flairé le péril, deviné le nom et le but du visiteur, et froidement, naturellement, comme si elle accomplissait bien en réalité l'acte qu'elle semblait accomplir, elle avait appelé Lupin à son secours, sous le couvert d'un fournisseur, et en se servant de formules convenues entre eux. Comment Arsène Lupin était venu, comment cette automobile en station, dont le moteur trépidait, lui avait paru suspecte, comment il avait soudoyé le mécanicien, tout cela importait peu. Ce qui passionnait Sholmès au point d'apaiser sa fureur,
c'était l'évocation de cet instant où une simple femme, une amoureuse il est vrai, domptant ses nerfs, écrasant son instinct, immobilisant les traits de son visage, soumettant l'expression de ses yeux, avait donné le change au vieux Herlock Sholmès. Que faire contre un homme servi par de tels auxiliaires, et qui, par le seul ascendant de son autorité, insuffla à une femme de telles provisions d'audace et d'énergie? On franchit la Seine et l'on escalada la côte de Saint-Germain. Mais à 500 mètres au-delà de cette ville, le fiacre ralentit. L'autre voiture vint à sa hauteur et toutes deux s'arrêtèrent. Il n'y avait personne aux alentours. « Monsieur Sholmès, dit Lupin, ayez l'obligeance de changer de véhicule. Le nôtre est vraiment d'une lenteur. »« Comment donc ?» s'écria Sholmès, d'autant plus empressé qu'il n'avait pas le choix. « Vous me permettez aussi de vous prêter cette fourrure, car nous irons assez vite, et de vous offrir ces 2 sandwichs. Si, acceptez. Qui sait quand vous dînerez? » Les 4 hommes étaient descendus. L'un d'eux s'approcha, et comme il avait retiré les lunettes qui le masquaient, Sholmès reconnut le monsieur en redingote du restaurant hongrois. Lupin lui dit: « Vous reconduirez ce fiacre au chauffeur à qui je l'ai loué. Il attend dans le premier débit de vin à droite de la rue Legendre. Vous lui ferez le second versement de 1000 francs promis. Ah, j'oubliais, veuillez donner vos lunettes à monsieur Sholmès. » Il s'entretint avec mademoiselle Destange, puis s'installa au volant et partit, Sholmès à ses côtés, et derrière lui un de ses hommes. Lupin n'avait pas exagéré en disant qu'on irait assez vite. Dès le début, ce fut une allure vertigineuse. L'horizon venait à leur rencontre comme attiré par une force mystérieuse, et il disparaissait à l'instant comme absorbé par un abîme vers lequel d'autres choses aussitôt, arbres, maisons, plaines et forêts, se précipitaient avec la hâte tumultueuse d'un torrent qui sent l'approche du gouffre. Sholmès et Lupin n'échangeaient pas une parole. Au-dessus de leur tête, les feuilles des peupliers faisaient un grand bruit de vagues, bien rythmé par l'espacement régulier des arbres. Et les villes s'évanouirent. Mantes, Vernon, Gaillon. D'une colline à l'autre, de Bon-Secours à Canteleu, Rouen, sa banlieue, son port, ses kilomètres de quais, Rouen ne semblait que la rue d'une bourgade. Et ce fut Duclair, Caudebec, le pays de Caux, dont ils effleurèrent les ondulations de leur vol puissant, et Lillebonne, et Quillebeuf. Et voilà qu'ils se trouvèrent soudain au bord de la Seine, à l'extrémité d'un petit quai, au bord duquel s'allongeait un yacht sobre et robuste ligne, et dont la cheminée lançait des volutes de fumée noire. La voiture stoppa. En 2 heures, ils avaient parcouru plus de 40 lieues. Un homme s'avança en vareuse bleue, la casquette galonnée d'or, et salua. « Parfait, capitaine, » s'écria Lupin. « Vous avez reçu la dépêche. »« Je l'ai reçue. »« L'hirondelle est prête? »« L'hirondelle est prête. » « En ce cas, monsieur Sholmès... » L'Anglais regarda autour de lui, vit un groupe de personnes à la terrasse d'un café, un autre plus près, un instant, puis comprenant qu'avant toute intervention il sera happé, embarqué, expédié à fond de cale, il traversa la passerelle et suivit Lupin dans la cabine du capitaine. Elle était vaste, d'une propreté méticuleuse, et toute claire du vernis de ses lambris et de l'étincellement de ses cuivres. Lupin referma la porte, et sans préambule, presque brutalement, il dit à Sholmès: « Que savez-vous au juste? »« Tout. »« Tout? Précisez. » Il n'y avait plus dans l'intonation de sa voix cette politesse un peu ironique qu'il affectait à l'égard de l'Anglais. C'était l'accent impérieux du maître qui a l'habitude de commander et l'habitude que tout le monde plie devant lui, fût-ce un Herlock Sholmès. Il se mesurait du regard, ennemi maintenant, ennemi déclaré et frémissant. Un peu énervé, Lupin reprit: « Voilà plusieurs fois, monsieur, que je vous rencontre sur mon chemin. C'est autant de fois de trop. Et j'en ai assez de perdre mon temps à déjouer les pièges que vous me tendez. Je vous préviens donc que ma conduite avec vous dépendra de votre réponse. Que savez-vous au juste? »« Tout, monsieur, je vous le répète. » Arsène Lupin se contint et d'un ton saccadé: « Je vais vous le dire, moi, ce que vous savez. Vous savez que, sous le nom de Maxime Bermond, j'ai retouché 15 maisons construites par M. Destange. Oui. Sur ces 15 maisons,
vous en connaissez 4. Oui. Et vous avez la liste des 11 autres. Oui. Vous avez pris cette liste chez M. Destange cette nuit sans doute. Oui. Et comme vous supposez que, parmi ces 11 immeubles, il y en a fatalement un que j'ai gardé pour moi, pour mes besoins et pour ceux de mes amis, vous avez confié à Ganimard le soin de se mettre en campagne et de découvrir ma retraite. Non. Ce qui signifie que j'agis seul et que j'allais me mettre seul en campagne. Alors je n'ai rien à craindre, puisque vous êtes entre mes mains. Vous n'avez rien à craindre tant que je serai entre vos mains. C'est-à-dire que vous n'y resterez pas. Non. Arsène Lupin se rapprocha encore de l'Anglais et lui posant très doucement la main sur l'épaule. Écoutez, monsieur, je ne suis pas en humeur de discuter, et vous n'êtes pas malheureusement pour vous en état de me faire échec. Donc, finissons-en. Finissons-en. Vous allez me donner votre parole d'honneur de ne pas chercher à vous échapper de ce bateau avant d'être dans les eaux anglaises. Je vous donne ma parole d'honneur de chercher par tous les moyens à m'échapper, répondit Sholmès, indomptable. Mais sapristi, vous savez pourtant que je n'ai qu'un mot à dire pour vous réduire à l'impuissance. Tous ces hommes m'obéissent aveuglément. Sur un signe de moi, ils vous mettent une chaîne au cou. Les chaînes se cassent et vous jettent par-dessus bord à 10 milles des côtes. Je sais nager. Bien répondu, s'écria Lupin, en riant. Dieu me pardonne, j'étais en colère. Excusez-moi, maître, et concluons. Admettez-vous que je cherche les mesures nécessaires à ma sécurité et à celle de mes amis. Toutes les mesures, mais elles sont inutiles. D'accord. Cependant, vous ne m'en voudrez pas de les prendre. C'est votre devoir. Allons-y. Lupin ouvrit la porte et appela le capitaine et 2 matelots. Ceux-ci saisirent l'Anglais et, après l'avoir fouillé, lui ficelèrent les jambes et l'attachèrent à la couchette du capitaine. Assez, ordonna Lupin. En vérité, il faut votre obstination, messieurs, et la gravité exceptionnelle des circonstances pour que j'ose me permettre. Les matelots se retirèrent. Lupin dit au capitaine: Capitaine, un homme d'équipage restera ici à la disposition de M. Sholmès, et vous-même lui tiendrez compagnie autant que possible. Qu'on ait pour lui tous les égards. Ce n'est pas un prisonnier, mais un hôte. Quelle heure est-il à votre montre, capitaine? 2h05. Lupin consulta sa montre, puis une pendule accrochée à la cloison de la cabine. 2h05? Nous sommes d'accord. Combien de temps vous faut-il pour aller à Southampton? 9 heures, sans nous presser. Vous en mettrez 11. Il ne faut pas que vous touchiez terre avant le départ du paquebot qui laisse Southampton à minuit et qui arrive au Havre à 8 heures du matin. Vous entendez, n'est-ce pas, capitaine? Je me répète, comme il serait infiniment dangereux pour nous tous que monsieur revînt en France sur ce bateau, il ne faut pas que vous arriviez à Southampton avant 1 heure du matin. C'est compris. Je vous salue, maître. À l'année prochaine, dans ce monde ou dans l'autre. À demain. Quelques minutes plus tard, Sholmès entendit l'automobile qui s'éloignait, et tout de suite, aux profondeurs de l'Hirondelle, la vapeur haleta plus violemment. Le bateau démarrait. Vers 3 heures, on avait franchi l'estuaire de la Seine et l'on entrait en pleine mer. À ce moment, étendu sur la couchette où il était lié, Herlock Sholmès dormait profondément. Le lendemain matin, 10e et dernier jour de la guerre engagée par les 2 grands rivaux, l'Écho de France publiait ce délicieux entrefilet. Hier, un décret d'expulsion a été pris par Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, détective anglais. Signifié à midi, le décret était exécuté le jour même. À 1 heure du matin, Sholmès a été débarqué à Southampton. Fin de la section 10. Section 11 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public.
Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 11. La seconde arrestation d'Arsène Lupin. Dès 8 heures, 12 voitures de déménagement encombrèrent la rue Crevaux, entre l'avenue du Bois de Boulogne et l'avenue Bugeaud. M. Félix Davy quittait l'appartement qu'il occupait au 4e étage du numéro 8, et M. Dubreuil, expert, qui avait réuni en un seul appartement le 5e étage de la même maison et le 5e étage des 2 maisons contiguës, expédiait le même jour, pure coïncidence, puisque ces messieurs ne se connaissaient pas, les collections de meubles pour lesquelles tant de correspondants étrangers lui rendaient quotidiennement visite. Détail qui fut remarqué dans le quartier, mais dont on ne parla que plus tard, aucune des 12 voitures ne portait le nom et l'adresse du déménageur, et aucun des hommes qui les accompagnaient ne s'attardait dans les débits avoisinants. Ils travaillèrent si bien qu'à 11 heures tout était fini. Il ne restait plus rien que ces monceaux de papier et de chiffons qu'on laisse derrière soi, au coin des chambres vides. M. Félix Davy, jeune homme élégant, vêtu selon la mode la plus raffinée, mais qui portait à la main une canne d'entraînement dont le poids indiquait chez son possesseur un biceps peu ordinaire. M. Félix Davy s'en alla tranquillement et s'assit sur le banc de l'allée transversale qui coupe l'avenue du Bois, en face de la rue Pergolèse. Près de lui, une femme, en tenue de petite bourgeoise, lisait son journal, tandis qu'un enfant jouait à creuser avec sa pelle un tas de sable. Au bout d'un instant, Félix Davy dit à la femme, sans tourner la tête: « Ganimard ?»« Parti depuis ce matin 9 heures. »« Où ?»« À la préfecture de police. »« Seul ?»« Seul. »« Pas de dépêche cette nuit ?»« Aucune. » « On a toujours confiance en vous dans la maison ?»« Toujours. Je rends de petits services à madame Ganimard, et elle me raconte tout ce que fait son mari. Nous avons passé la matinée ensemble. » « C'est bien. Jusqu'à nouvel ordre, continuez à venir ici, chaque jour, à 11 heures. » Il se leva et se rendit près de la porte Dauphine, au pavillon chinois où il prit un repas frugal, 2 œufs, des légumes et des fruits. Puis il retourna rue Crevaux et dit à la concierge: « Je jette un coup d'œil là-haut et je vous rends les clefs. » Il termina son inspection par la pièce qui lui servait de cabinet de travail. Là, il saisit l'extrémité d'un tuyau de gaz dont le coude était articulé et qui pendait le long de la cheminée, enleva le bouchon de cuivre qui le fermait, adapta un petit appareil en forme de cornet et souffla. Un léger coup de sifflet lui répondit. Portant le tuyau à sa bouche, il murmura: « Personne, Dubreuil ? » « Personne. »« Je peux monter ? » « Oui. » Il remit le tuyau à sa place, tout en se disant: « Jusqu'où va le progrès ? Notre siècle fourmille de petites inventions qui rendent vraiment la vie charmante et pittoresque, et si amusante, surtout quand on sait jouer à la vie comme moi. » Il fit pivoter une des moulures de marbre de la cheminée. La plaque de marbre elle-même bougea, et la glace qui la surmontait glissa sur d'invisibles rainures, démasquant une ouverture béante où reposaient les premières marches d'un escalier construit dans le corps même de la cheminée, tout cela bien propre, en fonte soigneusement astiquée et en carreaux de porcelaine blanche. Il monta. Au 5e étage, même orifice au-dessus de la cheminée. Monsieur Dubreuil attendait. « C'est fini chez vous ? » ?»« C'est fini. » « Tout est débarrassé ? » ?»« Entièrement. » « Le personnel ? » ?»« Il n'y a plus que les 3 hommes de garde. » « Allons-y. » L'un après l'autre, ils montèrent par le même chemin jusqu'à l'étage des domestiques, et débouchèrent dans une mansarde où se trouvaient 3 individus dont l'un regardait par la fenêtre. « Rien de nouveau ? » « Rien, patron. » « La rue est calme ? » « Absolument. » « Encore 10 minutes et je pars définitivement. Vous partirez aussi. D'ici là, au moindre mouvement suspect dans la rue, avertissez-moi. J'ai toujours le doigt sur la sonnerie d'alarme, patron.
Dubreuil, vous aviez recommandé à nos déménageurs de ne pas toucher au fil de cette sonnerie. Certes, elle fonctionne à merveille. Alors je suis tranquille. Ces deux messieurs redescendirent jusqu'à l'appartement de Félix Davey, et celui-ci, après avoir rajusté la moulure de marbre, s'exclama joyeusement: Dubreuil, je voudrais voir la tête de ceux qui découvriront tous ces admirables trucs, timbres d'avertissement, réseaux de fils électriques et de tuyaux acoustiques, passages invisibles, lames de parquet qui glissent, escaliers dérobés, une vraie machination pour Ferry. Quelle réclame pour Arsène Lupin! Une réclame dont on se serait bien passé. Dommage de quitter une pareille installation. Tout était à recommencer. Dubreuil, et sur un nouveau modèle, évidemment, car il ne faut jamais se répéter. Peste soit du Sholmès. Toujours parvenu, le Sholmès? Et comment? De Southampton, un seul paquebot, celui de minuit. Du Havre, un seul train, celui de 8 heures du matin qui arrive à 11h11. Du moment qu'il n'a pas pris le paquebot de minuit, et il ne l'a pas pris, les instructions données au capitaine étant formelles, il ne pourra être en France que ce soir, via Newhaven et Dieppe. S'il revient. Sholmès n'abandonne jamais la partie. Il reviendra, mais trop tard. Nous serons loin. Et Mamselle Destange? Je dois la retrouver dans 1 heure. Chez elle? Oh, non! Elle ne rentrera chez elle que dans quelques jours, après la tourmente, et lorsque je n'aurai plus à m'occuper que d'elle. Mais vous, Dubreuil, il faut vous hâter. L'embarquement de tous nos colis sera long, et votre présence est nécessaire sur le quai. Vous êtes sûr que nous ne sommes pas surveillés? Par qui? Je ne craignais que Sholmès. Dubreuil se retira. Félix Davey fit un dernier tour, ramassa 2 ou 3 lettres déchirées, puis, apercevant un morceau de craie, il le prit, dessina sur le papier sombre de la salle à manger un grand cadre et inscrivit, ainsi que l'on fait sur une plaque commémorative: ici habita, durant 5 années, au début du XXe siècle, Arsène Lupin, gentilhomme cambrioleur. Cette petite plaisanterie parut lui causer une vive satisfaction. Il la contempla en sifflotant un air d'allégresse et s'écria: maintenant que je suis en règle avec les historiens des générations futures, filons. Dépêchez-vous, maître Herlock Sholmès, avant 3 minutes j'aurai quitté mon gîte, et votre défaite sera totale. Encore 2 minutes. Vous me faites attendre, maître. Encore 1 minute. Vous ne venez pas? Eh bien, je proclame votre déchéance et mon apothéose. Sur quoi je m'esquive. Adieu, royaume d'Arsène Lupin. Je ne vous verrai plus. Adieu les 55 pièces des 6 appartements sur lesquels je régnais. Adieu, ma chambrette, mon austère chambrette. Une sonnerie coupa net son accès de lyrisme, une sonnerie aiguë, rapide et stridente, qui s'interrompit 2 fois, reprit 2 fois et cessa. C'était la sonnerie d'alarme. Qu'avait-il donc? Quel danger imprévu? Ganimard? Mais non! Il fut sur le point de regagner son bureau et de s'enfuir, mais d'abord il se dirigea du côté de la fenêtre. Personne dans la rue. L'ennemi serait-il donc déjà dans la maison? Il écouta et crut discerner des rumeurs confuses. Sans plus hésiter, il courut jusqu'à son cabinet de travail, et comme il en franchissait le seuil, il distingua le bruit d'une clef que l'on cherchait à introduire dans la porte du vestibule. « Diable !» murmura-t-il, « il n'est que temps. La maison est peut-être cernée, l'escalier de service impossible. Heureusement que la cheminée, il poussa vivement la moulure, elle ne bougea pas. Il fit un effort plus violent, elle ne bougea pas. Au même moment, il eut l'impression que la porte s'ouvrait là-bas et que des pas résonnaient. Sacré nom, jura-t-il, je suis perdu si ce fichu mécanisme... Ses doigts se convulsèrent autour de la moulure. De tout son poids, il pesa. Rien ne bougea. Rien. Par une malchance incroyable,
par une méchanceté vraiment effarante du destin, le mécanisme qui fonctionnait encore un instant auparavant ne fonctionnait plus. Il s'acharna, se crispa. Le bloc de marbre demeurait inerte, immuable. Malédiction! Était-il admissible que cet obstacle stupide lui barrât le chemin? Il frappa le marbre. Il le frappa à coups de poing rageurs. Il le martela. Il l'injuria. Eh bien, quoi, monsieur Lupin? Il y a donc quelque chose qui ne marche pas comme il vous plaît? Lupin se retourna, secoué d'épouvante. Herlock Sholmès était devant lui. Herlock Sholmès! Il le regarda en clignant des yeux, comme gêné par une vision cruelle. Herlock Sholmès à Paris. Herlock Sholmès qu'il avait expédié la veille en Angleterre ainsi qu'un colis dangereux et qui se dressait en face de lui victorieux et libre. Ah, pour que cet impossible miracle se fût réalisé malgré la volonté d'Arsène Lupin, il ferait un bouleversement des lois naturelles, le triomphe de tout ce qui est illogique et anormal. Herlock Sholmès en face de lui. Et l'Anglais prononça, ironique à son tour, et plein de cette politesse dédaigneuse avec laquelle son adversaire l'avait si souvent cinglé: « Monsieur Lupin, je vous avertis qu'à partir de cette minute, je ne penserai plus jamais à la nuit que vous m'avez fait passer dans l'hôtel du baron d'Hautois, plus jamais aux mésaventures de mon ami Wilson, plus jamais à mon enlèvement en automobile, et non plus à ce voyage que je viens d'accomplir, ficelé par vos ordres sur une couchette peu confortable. Cette minute efface tout. Je ne me souviens plus de rien, je suis payé, je suis royalement payé. » Lupin garda le silence. L'Anglais reprit. « N'est-ce pas votre avis? » Il avait l'air d'insister comme s'il eût réclamé un acquiescement, une sorte de quittance à l'égard du passé. Après un instant de réflexion, durant lequel l'Anglais se sentit pénétré, scruté jusqu'au plus profond de son âme, Lupin déclara: « Je suppose, monsieur, que votre conduite actuelle s'appuie sur des motifs sérieux? » « Extrêmement sérieux. » Le fait d'avoir échappé à mon capitaine et à mes matelots n'est qu'un incident secondaire de notre lutte. Mais le fait d'être ici, devant moi, seul, vous entendez, seul en face d'Arsène Lupin, me donne à croire que votre revanche est aussi complète que possible. Aussi complète que possible. Cette maison? Cernée. Les 2 maisons voisines? Cernées. L'appartement au-dessus de celui-ci? Les 3 appartements du 5e que M. Dubreuil occupait? Cernés. De sorte que vous êtes pris, monsieur Lupin, irrémédiablement pris. Les mêmes sentiments qui avaient agité Sholmès au cours de sa promenade en automobile, Lupin les éprouva. La même fureur concentrée, la même révolte, mais aussi, en fin de compte, la même loyauté le courba sous la force des choses. Tous deux également puissants, ils devaient pareillement accepter la défaite comme un mal provisoire auquel on doit se résigner. « Nous sommes quittes, monsieur, » dit-il nettement. L'Anglais sembla ravi de cet aveu. Ils se turent. Puis Lupin reprit, déjà maître de lui et souriant: « Et je n'en suis pas fâché. Cela devenait fastidieux de gagner à tout coup. Je n'avais qu'à allonger le bras pour vous atteindre en pleine poitrine. Cette fois j'y suis. Touché, maître. » Il riait de bon cœur. « Enfin, on va se divertir. Lupin est dans la souricière. Comment va-t-il sortir de là? Dans la souricière. Quelle aventure! Ah, maître, je vous dois une rude émotion. C'est cela, la vie. » Il se pressa les tempes de ses 2 poings fermés, comme pour comprimer la joie désordonnée qui bouillonnait en lui, et il avait aussi des gestes d'enfant qui décidément s'amusent au-delà de ses forces. Enfin, il s'approcha de l'Anglais. « Et maintenant, qu'attendez-vous? » « Ce que j'attends? Oui, Ganimard est là, avec ses hommes. Pourquoi n'entre-t-il pas? Je l'ai prié de ne pas entrer. Et il a consenti? Je n'ai requis ses services qu'à la condition formelle qu'il se laisserait guider par moi. D'ailleurs, il croit que M. Félix Davy n'est qu'un complice de Lupin. Alors, je répète ma question sous une autre forme.
pourquoi êtes-vous entré seul? J'ai voulu d'abord vous parler. Ah, vous avez à me parler? Cette idée parut plaire singulièrement à Lupin. Il y a telle circonstance où l'on préfère de beaucoup les paroles aux actes. Monsieur Sholmès, je regrette de n'avoir point de fauteuil à vous offrir. Cette vieille caisse à moitié brisée vous agrée-t-elle? Ou bien le rebord de cette fenêtre? Je suis sûr qu'un verre de bière serait le bienvenu, brune ou blonde. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Inutile. Causons. J'écoute. Je serai bref. Le but de mon séjour en France n'était pas votre arrestation. Si j'ai été amené à vous poursuivre, c'est qu'aucun autre moyen ne se présentait d'arriver à mon véritable but. Qui était? De retrouver le diamant bleu. Le diamant bleu. Certes, puisque celui qu'on a découvert dans le flacon du consul Blétienne n'était pas le vrai. En effet, le vrai fut expédié par la dame blonde. Je le fis copier exactement, et comme, alors, j'avais des projets sur les autres bijoux de la comtesse, et que le consul Blétienne était déjà suspect, la sudite dame blonde, pour n'être point soupçonnée à son tour, glissa le faux diamant dans les bagages du susdit consul. Tandis que vous gardiez le vrai. Bien entendu. Ce diamant-là, il me le faut. Impossible. Mille regrets. Je l'ai promis à la comtesse de Crozon. Je l'aurai. Comment l'aurez-vous, puisqu'il est en ma possession? Je l'aurai précisément parce qu'il est en votre possession. Je vous le rendrai donc? Oui. Volontairement? Je vous l'achète. Lupin eut un accès de gaieté. Vous êtes bien de votre pays. Vous traitez ça comme une affaire. C'est une affaire. Et que m'offrez-vous? La liberté de mademoiselle Destange. Sa liberté? Mais je ne sache pas qu'elle soit en état d'arrestation. Je fournirai à M. Ganimard les indications nécessaires. Privée de votre protection, elle sera prise, elle aussi. Lupin s'esclaffa de nouveau. Cher monsieur, vous m'offrez ce que vous n'avez pas. Mademoiselle Destange est en sûreté et ne craint rien. Je demande autre chose. L'Anglais hésita, visiblement embarrassé, un peu de rouge aux pommettes. Puis, brusquement, il mit la main sur l'épaule de son adversaire. « Et si je vous proposais... ma liberté? Non, mais enfin, je puis sortir de cette pièce, me concerter avec M. Ganimard. Et me laisser réfléchir? Oui. Mon Dieu, à quoi cela me servira-t-il? Ce satané mécanisme ne fonctionne plus, dit Lupin en poussant avec irritation la moulure de la cheminée. Il étouffa un cri de stupéfaction cette fois, caprice des choses, retour inespéré de la chance, le bloc de marbre avait bougé sous ses doigts. C'était le salut, l'évasion possible. En ce cas, à quoi bon se soumettre aux conditions de Sholmès? Il marchait de droite et de gauche, comme s'il méditait sa réponse. Puis, à son tour, il posa sa main sur l'épaule de l'Anglais. Tout bien pesé, monsieur Sholmès, j'aime mieux faire mes petites affaires seul. Cependant, non, je n'ai besoin de personne. Quand Ganimard vous tiendra, ce sera fini. On ne vous lâchera pas. Qui sait? Voyons, c'est de la folie. Toutes les issues sont occupées. Il en reste une. Laquelle? Celle que je choisirai. Des mots. Votre arrestation peut être considérée comme effectuée. Elle ne l'est pas. Alors je garde le diamant bleu. Sholmès tira sa montre. Il est 3h moins 10. À 3h, j'appelle Ganimard. Nous avons donc 10 minutes devant nous pour bavarder. Profitons-en, monsieur Sholmès, et pour satisfaire la curiosité qui me dévore, dites-moi comment vous vous êtes procuré mon adresse et mon nom de Félix Davy. Tout en surveillant attentivement Lupin dont la bonne humeur l'inquiétait, Sholmès se prêta volontiers à cette petite explication où son amour-propre trouvait son compte et repartit. Votre adresse? Je la tiens de la dame blonde. Clotilde.
elle-même, rappelez-vous, hier matin, quand j'ai voulu l'enlever en automobile, elle a téléphoné à sa couturière. En effet. Eh bien, j'ai compris plus tard que la couturière, c'était vous. Et dans le bateau, cette nuit, par un effort de mémoire, qui est peut-être une des choses dont il me sera permis de tirer vanité, je suis parvenu à reconstituer les 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. 7-3. De la sorte, possédant la liste de vos maisons retouchées, il m'a été facile, dès mon arrivée à Paris ce matin, à 11 heures, de chercher et de découvrir dans l'annuaire de téléphone le nom et l'adresse de M. Félix Davey. Ce nom et cette adresse connus, j'ai demandé l'aide de M. Ganimard. Admirable, de premier ordre, je n'ai qu'à m'incliner. Mais ce que je ne saisis pas, c'est que vous ayez pris le train du Havre. Comment avez-vous fait pour vous évader de l'Hirondelle? Je ne me suis pas évadé. Cependant, vous aviez donné l'ordre au capitaine de n'arriver à Southampton qu'à 1 heure du matin. On m'a débarqué à minuit. J'ai donc pu prendre le paquebot du Havre. Le capitaine m'aura trahi? C'est inadmissible. Il ne vous a pas trahi. Alors, c'est sa montre. Sa montre? Oui, sa montre que j'ai avancée d'1 heure. Comment? Comme on avance une montre. En tournant le remontoir, nous causions, assis l'un près de l'autre. Je lui racontais des histoires qui l'intéressaient. Ma foi, il ne s'est aperçu de rien. Bravo, bravo, le tour est joli, je le retiens. Mais la pendule qui est accrochée à la cloison de sa cabine? Ah, la pendule, c'était plus difficile, car j'avais les jambes liées. Mais le matelot qui me gardait pendant les absences du capitaine a bien voulu donner un coup de pouce aux aiguilles. Lui? Allons donc, il a consenti? Oh, il ignora l'importance de son acte. Je lui ai dit qu'il me fallait à tout prix prendre le premier train pour Londres, et il s'est laissé convaincre. Moyennant un petit cadeau, que l'excellent homme d'ailleurs a l'intention de vous transmettre loyalement. Quel cadeau? Presque rien. Mais encore, le diamant bleu. Le diamant bleu? Oui, le faux. Celui que vous avez substitué au diamant de la comtesse, et qu'elle m'a confié. Ce fut une explosion de rire, soudaine et tumultueuse. Lupin se pâmait, les yeux mouillés de larmes. Dieu que c'est drôle! Mon faux diamant repassé au matelot, et la montre du capitaine, et les aiguilles de la pendule. Jamais encore Sholmès n'avait senti la lutte aussi violente entre Lupin et lui. Avec son instinct prodigieux, il devinait, sous cette gaieté excessive, une concentration de pensées formidable, comme un ramassement de toutes les facultés. Peu à peu, Lupin s'était rapproché. L'Anglais recula et distraitement glissa les doigts dans la poche de son gousset. « Il est 3 heures, monsieur Lupin. »« 3 heures déjà? Quel dommage! On s'amusait tellement. J'attends votre réponse. » « Ma réponse? Mon Dieu que vous êtes exigeant. Alors c'est la fin de la partie que nous jouons. Et comme enjeu ma liberté. Ou le diamant bleu. Soit, jouez le premier. Que faites-vous? » « Je marque le roi, dit Sholmès, en jetant un coup de revolver. »« Et moi le point, riposta Arsène, en lançant son poing vers l'Anglais. Sholmès avait tiré en l'air, pour appeler Ganimard, dont l'intervention lui semblait urgente. Mais le poing d'Arsène jaillit droit à l'estomac de Sholmès, qui pâlit et chancelait. D'un bond, Lupin sauta jusqu'à la cheminée, et déjà la plaque de marbre s'ébranlait. Trop tard, la porte s'ouvrit. « Rendez-vous, Lupin, sinon... » Ganimard, posté sans doute plus près que Lupin n'avait cru, Ganimard était là, le revolver braqué sur lui. Et derrière Ganimard, 10 hommes, 20 hommes se bousculaient, de ces gaillards solides et sans scrupules, qui l'eussent abattu comme un chien au moindre signe de résistance. Il fit un geste très calme. « Bas les pattes, je me rends. » Et il croisa ses bras sur sa poitrine. Il y eut comme une stupeur. Dans la pièce dégarnie de ses meubles et de ses tentures, les paroles d'Arsène Lupin se prolongeaient ainsi qu'un écho. « Je me rends. » Paroles incroyables. On s'attendait à ce qu'il s'évanouît soudain par une trappe,
ou qu'un pan de mur s'écroulât devant lui et le dérobât une fois de plus à ses agresseurs. Et il se rendait. Ganimard s'avança et très ému avec toute la gravité que comportait un tel acte, lentement il étendit la main sur son adversaire et eut la jouissance infinie de prononcer: « Je vous arrête, Lupin. » Brrr, frissonna Lupin. Vous m'impressionnez, mon bon Ganimard. Quelle mine lugubre! On dirait que vous parlez sur la tombe d'un ami. Voyons, ne prenez pas ces airs d'enterrement. Je vous arrête. Et ça vous épate. Au nom de la loi, exécuteur, Ganimard, inspecteur principal, arrête le méchant Lupin. Minute historique, et dont vous saisissez toute l'importance, et c'est la seconde fois que pareil fait se produit. Bravo, Ganimard, vous irez loin dans la carrière. Et il offrit ses poignets au cabriolet d'acier. Fin de la section 11. Section 12 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 12. La seconde arrestation d'Arsène Lupin. Suite. Ce fut un événement qui s'accomplit d'une manière un peu solennelle. Les agents, malgré leur brusquerie ordinaire et l'âpreté de leur ressentiment contre Lupin, agissaient avec réserve, étonnés qu'il leur fût permis de toucher à cet être intangible. « Mon pauvre Lupin, soupira-t-il, que diraient tes amis du noble faubourg s'ils te voyaient humilié de la sorte ?» Il écartait les poignets avec un effort progressif et continu de tous ses muscles. Les veines de son front se gonflèrent. Les maillons de la chaîne pénétrèrent dans sa peau. « Allons-y, fit-il. » La chaîne sauta, brisée. « Une autre, camarade. Celle-ci ne vaut rien. » On lui en passa deux. Il approuva. « À la bonne heure. Vous ne sauriez prendre trop de précautions. » Puis, comptant les agents, « Combien êtes-vous, mes amis? 25? 30? C'est beaucoup. Rien à faire. » « Ah, si vous n'aviez été que 15. » Il avait vraiment de l'allure, une allure de grand acteur qui joue son rôle d'instinct et de verve, avec impertinence et légèreté. Sholmès le regardait comme on regarde un beau spectacle dont on sait apprécier toutes les beautés et toutes les nuances. Et vraiment il eut cette impression bizarre que la lutte était égale entre ces 30 hommes d'un côté, soutenus par tout l'appareil formidable de la justice, et de l'autre côté cet être seul, sans armes et enchaîné. Les deux partis se valaient. « Eh bien, maître, lui dit Lupin, voilà votre œuvre. Grâce à vous, Lupin va pourrir sur la paille humide des cachots. Avouez que votre conscience n'est pas absolument tranquille, et que le remords vous ronge. » Malgré lui, l'Anglais haussa les épaules, avec l'air de dire: « Il ne tenait qu'à vous. » « Jamais, jamais, s'écria Lupin. Vous rendre le diamant bleu? Ah, non, il m'a coûté trop de peine déjà. J'y tiens. Lors de la première visite que j'aurai l'honneur de vous faire à Londres, le mois prochain sans doute, je vous dirai les raisons. Mais serez-vous à Londres, le mois prochain? Préférez-vous Vienne? Saint-Pétersbourg? Il sursauta. Au plafond, soudain, résonnait un timbre, et ce n'était plus la sonnerie d'alarme, mais l'appel du téléphone dont les fils aboutissaient à son bureau entre les deux fenêtres, et dont l'appareil n'avait pas été enlevé. Le téléphone! Ah, qui donc allait tomber dans le piège que tendait un abominable hasard? Arsène Lupin eut un mouvement de rage vers l'appareil, comme s'il avait voulu le briser, le réduire en miettes, et par là même étouffer la voix mystérieuse qui demandait à lui parler. Mais Ganimard décrocha le récepteur et se pencha. « Allô? Allô? Le numéro 648.73, oui, c'est ici.
Vivement, avec autorité, Sholmès l'écarta, saisit les deux récepteurs et appliqua son mouchoir sur la plaque pour rendre plus indistinct le son de sa voix. À ce moment il leva les yeux sur Lupin, et le regard qu'ils échangèrent leur prouva que la même pensée les avait frappés tous deux, et que tous deux ils prévoyaient jusqu'aux dernières conséquences de cette hypothèse possible, probable, presque certaine. C'était la dame blonde qui téléphonait. Elle croyait téléphoner à Félix Davey, ou plutôt à Maxime Bermond, et c'est à Sholmès qu'elle allait se confier. Et l'anglais scanda: « Allô? Allô? » Un silence, et Sholmès: « Oui, c'est moi, Maxime. » Tout de suite le drame se dessinait, avec une précision tragique. Lupin, l'indomptable et railleur Lupin, ne songeait même pas à cacher son anxiété, et la figure pâlie d'angoisse. Il s'efforça d'entendre, de deviner, et Sholmès continuait, en réponse à la voix mystérieuse: « Allô, allô? Mais oui, tout est terminé, et je m'apprêtais justement à vous rejoindre, comme il était convenu. Où? Mais à l'endroit où vous êtes. Ne croyez-vous pas que c'est encore là? » Il hésitait, cherchant ses mots, puis il s'arrêta. Il était clair qu'il tâchait d'interroger la jeune fille sans trop s'avancer lui-même, et qu'il ignorait absolument où elle se trouvait. En outre, la présence de Ganimard semblait le gêner. Ah, si quelque miracle avait pu couper le fil de cet entretien diabolique! Lupin l'appelait de toutes ses forces, de tous ses nerfs tendus, et Sholmès prononça: « Allô? Allô? Vous n'entendez pas? Moi non plus, très mal, c'est à peine si je distingue. Vous écoutez? Eh bien voilà, en réfléchissant, il est préférable que vous rentriez chez vous. » « Quel danger? » « Aucun. » « Mais il est en Angleterre. J'ai reçu une dépêche de Southampton me confirmant son arrivée. » L'ironie de ces mots. Sholmès les articula avec un bien-être inexprimable, et il ajouta: « Ainsi donc, ne perdez pas de temps, cher ami, je vous rejoins. » Il accrocha les récepteurs. « Monsieur Ganimard, je vous demanderai 3 de vos hommes. » « C'est pour la dame blonde, n'est-ce pas? » « Oui. » « Vous savez qui c'est? Où elle est? » « Oui. » « Bigre! Jolie capture! Avec Lupin, la journée est complète. Folenfant, amenez 2 hommes et accompagnez monsieur. » L'anglais s'éloigna, suivi des 3 agents. C'était fini. La dame blonde, elle aussi, allait tomber au pouvoir de Sholmès, grâce à son admirable obstination, grâce à la complicité d'événements heureux. La bataille s'achevait pour lui en victoire, pour Lupin en désastre irréparable. « Monsieur Sholmès. » L'anglais s'arrêta. « Monsieur Lupin? » Lupin semblait profondément ébranlé par ce dernier coup. Des rides creusaient son front. Il était las et sombre. Il se redressa pourtant en un sursaut d'énergie, et malgré tout, allègre, dégagé, il s'écria: « Vous conviendrez que le sort s'acharne après moi. Tout à l'heure, il m'empêche de m'évader par cette cheminée et me livre à vous. Cette fois, il se sert du téléphone pour vous faire cadeau de la dame blonde. Je m'incline devant ses ordres. Ce qui signifie que je suis prêt à rouvrir les négociations. » Sholmès prit à part l'inspecteur et sollicita, d'un ton d'ailleurs qui n'admettait point de réplique, l'autorisation d'échanger quelques paroles avec Lupin. Puis il revint vers celui-ci. Colloque suprême. Il s'engagea sur un ton sec et nerveux. « Que voulez-vous? »« La liberté de mademoiselle Destange. »« Vous savez le prix? »« Oui. »« Et vous acceptez? »« J'accepte toutes vos conditions. »« Ah !» fit l'anglais, étonné. « Mais vous avez refusé. Pour vous... » « Il s'agissait de moi, monsieur Sholmès. Maintenant, il s'agit d'une femme, et d'une femme que j'aime. En France, voyez-vous, nous avons des idées très particulières sur ces choses-là. Et ce n'est pas parce que l'on s'appelle Lupin que l'on agit différemment. Au contraire. » Il dit cela très calmement. Sholmès eut une imperceptible inclinaison de la tête et murmura: « Alors, le diamant bleu. » « Prenez ma canne, là, au coin de la cheminée. Serrez d'une main la pomme et de l'autre
tournez la virole de fer qui termine l'extrémité opposée du bâton. Sholmès prit la canne et tourna la virole, et tout en tournant, il s'aperçut que la pomme se dévissait. À l'intérieur de cette pomme se trouvait une boule de mastic. Dans cette boule, un diamant. Il l'examina. C'était le diamant bleu. Mademoiselle Destange est libre, monsieur Lupin. Libre dans l'avenir comme dans le présent? Elle n'a rien à craindre de vous, ni de personne. Quoi qu'il arrive, je ne sais plus son nom, ni son adresse. Merci, et au revoir. Quand on se reverra, n'est-ce pas, monsieur Sholmès? Je n'en doute pas. Il y eut entre l'Anglais et Ganimard une explication assez agitée à laquelle Sholmès coupa court avec une certaine brusquerie. Je regrette beaucoup, monsieur Ganimard, de n'être point de votre avis, mais je n'ai pas le temps de vous convaincre. Je pars pour l'Angleterre dans 1 heure. Cependant, la dame blonde, je ne connais pas cette personne. Il n'y a qu'un instant. C'est à prendre ou à laisser. Je vous ai déjà livré Lupin. Voici le diamant bleu, que vous aurez le plaisir de remettre vous-même à la comtesse de Crozon. Il me semble que vous n'avez pas à vous plaindre. Mais la dame blonde, trouvez-la. Il enfonça son chapeau sur sa tête et s'en alla rapidement, comme un monsieur qui n'a pas coutume de s'attarder lorsque ses affaires sont finies. Bon voyage, maître, cria Lupin, et croyez bien que je n'oublierai jamais les relations cordiales que nous avons entretenues. Mes amitiés à M. Wilson. Il n'obtint aucune réponse et ricana. C'est ce qui s'appelle filer à l'anglaise. Ah, ce digne insulaire ne possède pas cette fleur de courtoisie par laquelle nous nous distinguons. Pensez un peu, Ganimard, à la sortie qu'un Français eût effectuée en de pareilles circonstances. Sous quel raffinement de politesse il eût masqué son triomphe. Mais Dieu me pardonne, Ganimard, que faites-vous? Allons bon, une perquisition? Mais il n'y a plus rien, mon pauvre ami, plus un papier. Mes archives sont en lieu sûr. Qui sait? Lupin se résigna. Tenu par 2 inspecteurs, entouré par tous les autres, il assista patiemment aux diverses opérations. Mais au bout de 20 minutes, il soupira. « Vite, Ganimard, vous n'en finissez pas? »« Vous êtes donc bien pressé? »« Si, je suis pressé. Un rendez-vous urgent. »« Au dépôt? »« Non, en ville. »« Bah, et à quelle heure? »« À 2 heures. »« Il en est 3. »« Justement, je serai en retard, et il n'est rien que je déteste comme d'être en retard. Me donnez-vous 5 minutes? Pas une de plus. Trop aimable, je vais tâcher. Ne parlez pas tant. Encore ce placard? Mais il est vide. Cependant, voici des lettres. De vieilles factures. Non, un paquet attaché par une faveur. Une faveur rose. Oh, Ganimard, ne dénouez pas, pour l'amour du ciel. C'est d'une femme? Oui. Une femme du monde? Du meilleur. Son nom? Madame Ganimard. Très drôle, s'écria l'inspecteur d'un ton pincé. À ce moment, les hommes envoyés dans les autres pièces annoncèrent que les perquisitions n'avaient abouti à aucun résultat. Lupin se mit à rire. Parbleu, est-ce que vous espériez découvrir la liste de mes camarades ou la preuve de mes relations avec l'empereur d'Allemagne? Ce qu'il faudrait chercher, Ganimard, ce sont les petits mystères de cet appartement. Ainsi, ce tuyau de gaz est un tuyau acoustique. Cette cheminée contient un escalier. Cette muraille est creuse. Et l'enchevêtrement des sonneries. Tenez, Ganimard, pressez ce bouton. Ganimard obéit. Vous n'entendez rien? Interrogea Lupin. Non. Moi non plus. Pourtant, vous avez averti le commandant de mon parc aérostatique de préparer le ballon dirigeable qui va nous enlever bientôt dans les airs. Allons, dit Ganimard, qui avait terminé son inspection, assez de bêtises et en route. Il fit quelques pas, les hommes le suivirent. Lupin ne bougea point d'une semelle. Ses gardiens le poussèrent. En vain. Eh bien, dit Ganimard, vous refusez de marcher? Pas du tout. En ce cas, mais ça dépend. De quoi? De l'endroit où vous me conduirez. Au dépôt, parbleu. Alors je ne marche pas. Je n'ai rien à faire au dépôt.
Mais vous êtes fou. N'ai-je pas eu l'honneur de vous prévenir que j'avais un rendez-vous urgent? Lupin! Comment, Ganimard? La dame blonde attend ma visite, et vous me supposez assez grossier pour la laisser dans l'inquiétude? Ce serait indigne d'un galant homme. Écoutez, Lupin, dit l'inspecteur, que ce persiflage commençait à irriter, j'ai eu pour vous jusqu'ici des prévenances excessives, mais il y a des limites. Suivez-moi. Impossible. J'ai un rendez-vous. Je serai à ce rendez-vous. Une dernière fois? Impossible. Ganimard fit un signe. Deux hommes enlevèrent Lupin sous les bras, mais ils le lâchèrent aussitôt avec un gémissement de douleur. De ses deux mains, Arsène enfonçait dans la chair deux longues aiguilles. Fous de rage, les autres se précipitèrent, leur haine enfin déchaînée, brûlant de venger leurs camarades et se venger eux-mêmes de tant d'affronts. Et ils frappèrent, et ils cognèrent à l'envi. Un coup plus violent l'atteignit à la tempe. Il tomba. « Si vous l'abîmez, gronda Ganimard, furieux, vous aurez affaire à moi. » Il se pencha, prêt à le soigner. Mais, ayant constaté qu'il respirait librement, il ordonna qu'on le prît par les pieds et par la tête, tandis que lui-même le soutiendrait par les reins. « Allez doucement surtout, pas de secousses. Ah, les brutes, ils me l'auraient tué. Et Lupin, comment ça va? » Lupin ouvrait les yeux, il balbutia. « Pas chic, Ganimard, vous m'avez laissé démolir. »« C'est de votre faute, nom d'un chien. »« Avec votre entêtement, répondit Ganimard. « Désolé. Mais vous ne souffrez pas? » On arrivait au palier. Lupin gémit. « Ganimard, l'ascenseur, ils vont me casser les os. »« Bonne idée, excellente idée, approuva Ganimard. D'ailleurs, l'escalier est si étroit, il n'y aurait pas moyen. » Il fit monter l'ascenseur. On installa Lupin sur le siège avec toutes sortes de précautions. Ganimard prit place auprès de lui et dit à ses hommes: « Descendez en même temps que nous. Vous m'attendrez devant la loge du concierge. C'est convenu? » Il tira la porte. Mais elle n'était pas fermée que des cris jaillirent. D'un bond, l'ascenseur s'était élevé comme un ballon dont on a coupé le câble. Un éclat de rire retentit, sardonique. « Nom de Dieu !» hurla Ganimard, cherchant frénétiquement dans l'ombre le bouton de descente. Et comme il ne trouvait pas, il cria: « Le cinquième! Gardez la porte du cinquième !» Quatre à quatre, les agents grimpèrent l'escalier. Mais il se produisit ce fait étrange. L'ascenseur sembla crever le plafond du dernier étage, disparut aux yeux des agents, émergea soudain à l'étage supérieur, celui des domestiques, et s'arrêta. Trois hommes guettaient et ouvrirent la porte. Deux d'entre eux maîtrisèrent Ganimard, lequel, gêné dans ses mouvements, abasourdi, ne songeait guère à se défendre. Le troisième emporta Lupin. « Je vous avais prévenu, Ganimard. L'enlèvement en ballon, et grâce à vous. Une autre fois, soyez moins compatissant. Et surtout, rappelez-vous qu'Arsène Lupin ne se laisse pas frapper et mettre à mal sans des raisons sérieuses. Adieu. » La cabine était déjà refermée et l'ascenseur, avec Ganimard, réexpédié vers les étages inférieurs. Et tout cela s'exécuta si rapidement que le vieux policier rattrapa les agents près de la loge de la concierge. Sans même se donner le mot, ils traversèrent la cour en toute hâte et remontèrent l'escalier de service, seul moyen d'arriver à l'étage des domestiques par où l'évasion s'était produite. Un long couloir à plusieurs coudes et bordé de petites chambres numérotées conduisait à une porte que l'on avait simplement repoussée. De l'autre côté de cette porte, et par conséquent dans une autre maison, partait un autre couloir, également à angle brisé et bordé de chambres semblables. Tout au bout, un escalier de service. Ganimard le descendit, traversa une cour, un vestibule et s'élança dans une rue, la rue Picot. Alors il comprit. Les deux maisons, bâties en profondeur, se touchaient, et leurs façades donnaient sur deux rues, non point perpendiculaires, mais parallèles, et distantes l'une de l'autre de plus de 60 mètres. Il entra dans la loge de la concierge et montrant sa carte. « 4 hommes viennent de passer? »« Oui. Les deux domestiques du 4e et du 5e, et 2 amis. » « Qu'est-ce qui habite au 4e et au 5e? »« C'est M. Fauvel et leur cousin Provost. Ils ont déménagé aujourd'hui. Il ne restait que ces 2 domestiques. Ils viennent de partir. » Ah, pensa Ganimard, qui s'effondra sur un canapé de la loge, quel beau coup nous avons manqué.
Toute la bande occupait ce pâté de maison. 40 minutes plus tard, deux messieurs arrivaient en voiture à la gare du Nord et se hâtaient vers le rapide de Calais, suivis d'un homme d'équipe qui portait leurs valises. L'un d'eux avait le bras en écharpe, et sa figure pâle n'offrait pas l'apparence de la bonne santé. L'autre semblait joyeux. « Au galop, Wilson, il ne s'agit pas de manquer le train. Ah, Wilson, je n'oublierai jamais ces 10 jours. » Moi non plus. Ah, les belles batailles. Superbes. À peine, çà et là, quelques petits ennuis. Bien petits. Et finalement, le triomphe sur toute la ligne. Lupin arrêté, le diamant bleu reconquis. Mon bras cassé. Quand il s'agit de pareille satisfaction, qu'importe un bras cassé. Surtout le mien. Eh oui, rappelez-vous, Wilson, c'est au moment même où vous étiez chez le pharmacien, en train de souffrir comme un héros, que j'ai découvert le fil qui m'a conduit dans les ténèbres. Quelle heureuse chance! Des portières se fermaient. En voiture, s'il vous plaît. Pressons-nous, messieurs. L'homme d'équipe escalada les marches d'un compartiment vide et disposa les valises dans le filet, tandis que Sholmès hissait l'infortuné Wilson. Mais qu'avez-vous, Wilson? Vous n'en finissez pas. Du nerf, vieux camarade. Ce n'est pas le nerf qui me manque. Mais quoi? Je n'ai qu'une main de disponible. Et après, s'exclama joyeusement Sholmès, en voilà des histoires. On croira qu'il n'y a que vous dans cet état. Et les manchots, les vrais manchots. Allons, ça y est-il, ce n'est pas dommage. Il tendit à l'homme d'équipe une pièce de 50 centimes. Bien, mon ami, voici pour vous. Merci, monsieur Sholmès. L'Anglais leva les yeux. Arsène Lupin. Vous! Vous! balbutia-t-il, ahuri. Et Wilson bégaya, en brandissant son uniquement avec des gestes de quelqu'un qui démontre un fait. Vous! Mais vous êtes arrêté! Sholmès me l'a dit. Quand il vous a quitté, Ganimard et ses 30 agents vous entouraient. Lupin croisa ses bras et, d'un air indigné, « Alors, vous avez supposé que je vous laisserais partir sans vous dire adieu? Après les excellents rapports d'amitié que nous n'avons jamais cessé d'avoir les uns avec les autres. Mais ce serait de la dernière incorrection. Pour qui me prenez-vous? » Le train sifflait. « Enfin, je vous pardonne. Mais avez-vous ce qu'il vous faut? Du tabac, des allumettes, oui, et les journaux du soir. Vous y trouverez des détails sur mon arrestation, votre dernier exploit, maître. Et maintenant, au revoir. Et enchanté d'avoir fait votre connaissance. Enchanté vraiment. Et si vous avez besoin de moi, je serai trop heureux. » Il sauta sur le quai et referma la portière. « Adieu, fit-il encore, en agitant son mouchoir. Adieu, je vous écrirai. Vous aussi, n'est-ce pas? Et votre bras cassé, monsieur Wilson. J'attends de vos nouvelles à tous deux. Une carte postale de temps à autre, comme adresse. Lupin, Paris, c'est suffisant. Inutile d'affranchir. Adieu. À bientôt. Fin de la section 12.